Ah ouais, j'ai dit, hein, Alassane Ouattara ne va pas s'en sortir aussi facilement. Les choses sont très très dures pour Alassane Ouattara. Plus on avance vers la date fatidique de l'élection présidentielle de 2025, les opposants sont vent debout pour dénoncer. Après la sortie de Koulibaly Kubler, le président de la commission électorale dite indépendante, Kone Katina vient le recadrer avec des preuves. Et Kone Katina fait le constat clinique du régime liberticide du RDR. Pourquoi la FESI a été dissous? Qu'est-ce que ça cache? Également, l'ordonnance sur la société civile. Frères et sœurs, beaucoup de pans ont été touchés. On écoute Kone Katina, c'est du lourd. 2025, Ouattara va partir. Ce n'est plus un débat. Le président Kubert, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Voilà ce qu'il a dit. En visant l'article 3 du code électoral. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que ces déchéances, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires. Elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui en profite, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. On peut vous dire, par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui ont été sanctionnées, qui ont été condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Je viens de vous lire la décision qui est sortie. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune disposition du juge sur cette question. C'est pourquoi nous disons que si Kubert dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice, dans laquelle figure une liste, qui porterait une liste dans laquelle figurerait le nom du président, de deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le juge, du moins le ministère de la Justice, s'est totalement trompé, parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public. Voilà un peu ce que je voulais dire. Battu pour arriver à ces résultats. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent pour remettre en cause les acquis de cette lutte que nous avons menée. Or, il apparaît de façon constante que le gouvernement, en tout cas le régime RHDP, a une méprise totale vis-à-vis des libertés des Ivoiriens. On ne peut pas se taire là-dessus, chers amis. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est fondamental en eux. C'est même consubstantiel à leur gestion. C'est une partie de leur ADN. Voyez-vous, la liste est longue. La liste des violations des libertés est longue. Mais nous allons l'organiser autour de 2 points. D'abord, quels sont les fondements de la position du RHDP vis-à-vis des libertés individuelles? Qu'est-ce qui fonde leur méprise? Avant de vous donner des faits chronologiques qui illustrent ce que nous disons, que le RHDP est profondément
antidémocratique et à une haine vis-à-vis des libertés des citoyens. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. C'est le manque de la légitimité. Chers amis, nous on le savait déjà. Bourgi l'a rendu pour ceux qui avaient encore des doutes. Nous savions que le RHDP, ce régime n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à deux choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. Et on a beaucoup d'égards pour la façon dont on les traite. Mais eux, le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. Ça, c'est la... Mais en plus de ça, lorsqu'une décision de justice est prise et que lui n'est pas content, il refuse d'appliquer. Cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant deux situations, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume. On lui dit, une cour de justice à laquelle l'État du Côte d'Ivoire est partie prenante, il faut les inscrire sur la liste électorale. Il dit, je ne le fais pas. D'ailleurs, vous me fatiguez, je vous quitte d'ailleurs. C'est le comportement du Far West. Je vous quitte d'ailleurs, vous me fatiguez. Et on est d'accord avec ça. On s'assoit. On dit on est dans une république. Alors, vous comprenez pour la CPI a pris ses bagages. Parce qu'elle a compris que depuis qu'elle n'a pas été capable de condamner Laurent Gbagbo, leur amitié avec le gouvernement s'est arrêtée. Tu es chez quelqu'un, tu dis je vais faire enquête, il ne t'écoute même pas. Tu fais quoi? Tu fermes ta porte, tu t'en vas. Le gouvernement ivoirien refuse de collaborer avec la CPI, il n'y a pas d'autre explication. Il n'avait servi la CPI pour une seule chose, éliminer un adversaire politique. Comme ça n'a pas marché, bon, on fait quoi? On est fâché à la CPI, prenez vos bagages, quittez, parce que vous ne pouvez plus travailler pour moi. Ça aussi, c'est le comportement d'un régime qui n'a pas de considération pour la justice. À partir de ça, il y a toute une série de faits que nous avons établis de façon chronologique, certains que vous savez. La condamnation des poursuites judiciaires arbitraires, ça on le fait, le président Laurent Gbagbo, je pense que sa condamnation, c'est pour éviter qu'il soit président de la République. Picasse, le 24 février 2023, qui est vice-président du parti, qui est deuxième vice-président du CSP, il est sous contrôle judiciaire. Quoi, Justin? Il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, les contrôleurs judiciaires, là, si on les enlève chez nous, là, je ne sais plus comment ils restent, ça va nous rester. Hein. Mais, et puis, il n'y a pas de petite infraction chez eux. Ça se termine toujours sous terrorisme et attentat à la sécurité de l'État. Voilà. Il ne faut pas aller là-bas. Quand tu arrives là, c'est ça, on sort. On dit oui, terrorisme ou attentat à la sécurité de l'État. Des gens font manifester, ils portent le drapeau de la Russie, on les arrête. Pour porter le drapeau de la Russie. Autant ici là. Dans tous les restaurants, on voit ici, Pain Doré de Paris, Caprice de Paris,
Quoi délicieux de Paris. Mais ça gêne personne. Le drapeau que quelques gars, le drapeau russe là, ça vaut condamnation en Côte d'Ivoire ici. Et on avance. Le 22 août, puis Chérif Balé, qui rentre du Mali, on l'arrête. Pourquoi tu allais faire quoi au Mali? Elle se tape 5 mois de prison. Et puis on la fait sortir. Le vendredi 13, des gens qui disent on a faim, la vie est chère. Honnêtement, autant que nous sommes assis ici, là, qui peut douter un seul instant que la vie est chère en Côte d'Ivoire? S'il y a un qui me lève la main, après vous me voyez, comme ça peut-être votre fortune, on va la partager un peu. Parce que moi-même qui ai pris 329 milliards, là, la vie est chère pour moi. Les gens disent on a faim, on a un problème, et puis c'est un problème mondial. On l'arrête, on les envoie en prison, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État, condamnation 6 mois. Le 21 août 2024, 2 proches de Soro Guillaume, condamnés à 2 ans de prison ferme. Kandos Mauro et Mouadou Touré. Et ce que vous ne savez pas, le 8 septembre 2024, notre camarade, qui était jusque-là le président de la commission des finances, Assié Yaraba, non? Assié Yaraba. Florent, oui, comme on le connaît aussi ce nom. Yarabé, oui. Des personnes se réclamant de la police, avec les cartes de police, sont allés le kidnapper chez lui à la maison. Ils l'ont gardé, ils l'ont persécuté et ils lui ont demandé qu'il n'aura sa vie sauf que s'il leur donne de l'argent. Et la somme qu'il a demandé là, qu'ils ont demandé, personne de nous ici ne peut trouver ça. Extorsion de fonds par des forces de l'ordre. En tout cas, des personnes qui se disent forces de l'ordre. Aujourd'hui, je vous parle d'autres camarades en exil. Parce qu'il a peur de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais il ne s'arrête pas là. En plus de ça, il renforce les dispositifs répressifs, le dispositif pénal et répressif. Révision de l'article 185. Désormais, dans notre pays, quand on dit que la condamnation du président Laurent Gbagbo est illégale, on peut t'arrêter pour ça. On dit que tu fais apologie du crime. C'est une vieille disposition qui existait. L'ancien article 185, c'est-à-dire, disait ceci, l'apologie du crime était notamment pour les crimes de meurtre, qualifiés de meurtre. Maintenant, là, c'est à toutes les infractions. Le dire, l'écrire, l'afficher, que telle disposition, quelle condamnation n'est pas juste. On appelle ça, dit que c'est illégal et tu dois aller en prison pour ça. L'article 185 nouveau du code pénal. Face au danger que représente cet article pour notre pays, le groupe parlementaire PPACI a saisi le Conseil constitutionnel de 2 requêtes. La première, pour demander au Conseil constitutionnel de déclarer anticonstitutionnel la nouvelle écriture de l'article 185, parce qu'elle s'attaque aux libertés qui sont protégées à la fois par la Constitution, mais surtout par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
à laquelle fait référence dans son préambule notre constitution, le Conseil constitutionnel dit non, 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 vous êtes arrivé en retard, votre saisine en retard. Vous êtes arrivé, votre saisine, au moment où la loi a été promulguée. Et vous savez comment ils ont fait leur promulgation? Il y a deux chambres. L'Assemblée nationale a siégé et c'est parti au Sénat pour deuxième lecture au niveau du Sénat. La lecture au niveau du Sénat. Le jour où le Sénat a fini, on ne sait même pas c'est à quelle heure, mais l'heure qui a suivi, ils ont promulgué. Procédure d'urgence. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent dans ça? Or, il est établi, il est écrit que lorsque une loi est de nature à porter atteinte aux droits de l'homme, on laisse un bout de temps avant sa promulgation pour voir ceux qui peuvent, là, y compris ceux qui veulent contester cette loi, puissent la saisir, contester l'anticonstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Mais eux, ils ont fait ça à 11h, à 11h30, ils ont promulgué. Le groupe dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est le décret de promulgation, on va attaquer. Deuxième saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, bon, votre saisine là, elle est sans objet, puis la loi est déjà promulguée. Mais c'est de quel charabia ça? C'est quel charabia? C'est parce que tu as mal promulgué la loi qu'on dit qu'il faut l'attaquer. Donc, chers amis, aujourd'hui là, le matin quand tu te lèves, il faut avoir ton matelas dans ta voiture parce que tu sais jamais où tu vas terminer ta maison. Tu vas rentrer à la maison ou pas. Dire de quelqu'un que telle décision n'est pas bonne, ça peut t'envoyer au tribunal, devant un juge. Article 185. Je vous ai demandé de parler déjà de l'ordonnance. On ne va pas revenir sur la société civile. Sachez que cette société, cette ordonnance, elle a été suscitée en son temps. Parce que les gens de la société civile était régie par la loi de 1975 du 20 septembre 1960 sur les associations. C'était générique. Et l'Union européenne a financé, ça aussi, c'est l'étranger qui finance ça pour nous, a financé l'élaboration d'une loi spécifique à la société civile. Le gouvernement a associé dans les travaux préparatoires la société civile. Les gens ont fait leurs recommandations. Au moment où ils s'attendaient qu'on leur fasse le retour, alors que l'Assemblée siège un matin, il sort, le 12 juin, il y a une ordonnance qui est prise. Mais alors avec des dispositions incroyables. La société civile ne doit pas avoir de lien avec les partis politiques. Sans définir ce que c'est que le lien. Donc ici, moi, ma femme, je suis PPACI, ma femme dirige une ONG. Franchement, elle a un lien avec moi, sinon ce n'est pas ma femme. Bon, comment on détermine ce lien? On ne sait pas. Et puis, eux, ils décident qu'ils peuvent dissoudre une ONG en conseil des ministres tranquillement. Il n'y a pas meilleure façon que de choisir la société civile à laquelle eux veulent travailler en Côte d'Ivoire. Il y en a pas. Et on s'est rendu compte, parce que quand on allait au dialogue politique, ce qu'on nous a présenté comme société civile, par exemple, l'ACI de Pulchéry, vous ne la verrez jamais là-bas, il n'invite pas. L'OEDH, qui est l'une des organisations les plus performantes, on ne l'invite pas. Ils ont leurs camarades, c'est eux qui les invitent. Donc, à partir du moment qu'ils prennent tout le pouvoir pour déterminer qui a un lien avec les partis politiques, qui n'a pas un lien avec les partis politiques, ne soyez pas surpris qu'ils dissolvent toutes les associations qui ne travaillent pas dans leur sang. Nous sommes, chers amis, dans une logique d'homologation de la pensée en Côte d'Ivoire. Voilà l'expression que je cherchais. C'est l'expression qu'il faut retenir. Le RHDP veut homologuer la pensée et l'opinion politique en Côte d'Ivoire.
Mais dans une république, dans une démocratie, on n'homologue pas la pensée. La contradiction est l'essence même de la démocratie. Et nous, on ne peut pas accepter au PPACI. Et la dernière, s'appuyant certainement sur cette ordonnance, ils ont décidé de dissoudre tous les syndicats en milieu universitaire. Oui, c'est vrai qu'il y a des meurtres qui sont commis par des étudiants et c'est inacceptable. Le PPACI a condamné ça et a même demandé que les enquêtes soient menées pour que les responsables soient situés. Une déclaration a été faite. Mais la responsabilité pénale, elle est personnelle en Côte d'Ivoire. On n'emprunte pas la responsabilité pénale en Côte d'Ivoire. Si vous avez identifié ceux qui ont commis les meurtres, on les sanctionne. Mais pourquoi vouloir élargir ces sanctions-là à toutes les associations? À supposer même que ce fut la CECI, qui effectivement ces temps-ci, on obtient certaines dérives à leur niveau. On le sait, et nous le condamnons ça. Mais les autres associations, elles ont quoi avec ça? On supprime tout. On dit bon, on suspend tout. On va même jusqu'à casser la maison de la FECI, maison dans laquelle le ministre même de l'éducation aurait contribué même à la construction. Et on vide le campus de milliers d'étudiants sous le prétexte qu'ils étaient illégalement logés. S'il vous plaît, depuis 2019, il n'y a pas eu d'admission officielle d'étudiants dans les campus. Donc, depuis 2019, le gouvernement ivoirien ne sait pas qu'il n'y a pas d'admission. On vide les prisons. On dit non, qu'elle a fait ici sous-louer les maisons à des prix exorbitants des étudiants. Et vous êtes sûr que cela pourrait se faire dans l'ignorance de l'administration chargée de la gestion des campus? Ici, là, c'est ça la complicité. On chasse les gens. Au PPACI, tout en condamnant tous les actes de violence, l'université ne peut pas être le théâtre de la violence. C'est l'espoir de notre nation. Mais nous suspectons le gouvernement de vouloir vider l'université, l'espace universitaire, de toutes les opinions qui lui sont contraires et de se forger sa propre opinion là-dessus. Processus d'homologation de la pensée jusqu'à l'université. On ne peut pas accepter tout ça.